de Manuel de François, je suis enseignant-chercheur à l'UTC. On m'a accordé le rôle de présidence de soutenance de thèse de Sylvain de Roux pour aujourd'hui. Monsieur Sylvain de Roux, vous avez soutenu votre thèse aujourd'hui qui est intitulée Le développement d'une méthode hybride pour la simulation numérique qui a une forme ventilateur axial à base de thèse pour l'application industrielle. Cette soutenance aura devant le jury qui est à la fois en présentiel et en distanciel. Alors, je vais me permettre de donner chacun en respectant la liste qui est apparue dans le dossier. Donc, parmi les membres du jury, M. Noémie Natalia, journaliste, professeur de l'Université de Sherbrooke, M. Benjamin Côté, professeur assistant ici à distance. M. Stéphane Roux, qui est présent, professeur directeur de l'Université de Sherbrooke. M. Sébastien Pernet, directeur de recherche, rapporteur à l'Université. Emmanuel Canel, qui m'a donné le second directeur de thèse ici présent. Madame Arlène Saint-José, à distance, professeur de l'EPS Montréal, Canada. M. Christophe Favre, professeur second rapporteur de l'Institut Carman. Et pour m'inviter, M. Nicolas Zerbi, ingénieur de relayement de la CIMU, et moi-même, Emmanuel de François. Excusez-moi, au risque d'interrompre de suite. On est quelques-uns apparemment ici à ne pas avoir une acoustique terrible en ligne. Est-ce qu'il y aurait moyen de rapprocher le micro? On est fort contaminé par la réverbération de la salle. Est-ce que moi, vous m'entendez bien? Ah là, c'est nickel. D'accord, parce que c'est pas le même système pour ceux qui sont dans la salle et pour moi. Donc moi, vous m'entendrez bien pour les questions. Peut-être qu'on peut déplacer ça, oui. On mettra sur la table devant. Vous m'entendez mieux là dans ce cas? Ça, mieux, ouais. Ça a l'air mieux, ouais. Donc ça veut dire que le micro, il n'est pas connecté là où il devrait être connecté. Donc en fait, oui, là c'est beaucoup mieux. Ouais. Oui, là je me suis rapproché effectivement du système audio. Donc je vais juste terminer mon introduction afin de pouvoir libérer Silouane et lui permettre justement de commencer sa soutenance. D'accord. Tu as 45 minutes pour présenter tes travaux de thèse et à l'issue de ces 45 minutes, notamment une séance de questions, nous délibérons. Et je te souhaite bon courage et 45 minutes pour toi. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les résultats de mes travaux de thèse. Donc, c'est une thèse qui s'est faite en co-tutelle entre l'UTC et l'Université de Sherbrooke, où j'ai été encadré par Emmanuel Perret-Devin et Stéphane Moreau. Et ça a aussi fait l'objet d'une convention CIFRE avec l'entreprise ESI Group. ESI, c'est une entreprise qui développe des logiciels de simulation. En particulier, ils ont le logiciel VA1 qui fait de la vibroacoustique. Et depuis quelques années, ils intègrent dans VA1 des modules d'aéroacoustique pour prédire des bruits d'origine aérodynamique. Donc, l'objet de ma thèse, c'est d'étendre un peu ce qui est déjà fait, parce qu'ils ont eu des retours de clients qui demandaient à pouvoir faire la même chose, mais avec des objets tournants dans le système. Donc, au début, l'application qui était visée, c'était le bruit des systèmes de conditionnement d'air dans une voiture. Les clients voulaient pouvoir faire la même chose en intégrant un ventilateur, par exemple, dans ce système de conditionnement d'air. Et c'est donc l'objet de ma thèse. Alors, une telle méthode, elle aurait beaucoup d'autres applications en aéroacoustique. En ce moment, on entend beaucoup parler des drones, des eVTOL, ça fait partie des problématiques actuelles. Et on peut aussi citer le bruit des propulseurs de bateaux. Donc là, c'est pour le bruit rayonné sous l'eau, qui a un impact sur la faune sous-marine. En aéroacoustique, ce qu'on appelle les méthodes hybrides, c'est les méthodes dans lesquelles on sépare le calcul en deux étapes. Dans une première étape, on va déterminer qu'est-ce qui produit le bruit, la source du bruit. Donc, on fait un calcul aérodynamique. Et dans un deuxième temps, on peut calculer comment le bruit se propage. Donc, c'est un calcul acoustique. Un autre mot-clé important de la thèse, des applications industrielles, c'est pour rappeler que l'objectif derrière, c'est de faire une méthode qui sera utilisée potentiellement par des ingénieurs qui vont concevoir des voitures, des bateaux, des drones. Ce n'est pas forcément pour de la recherche fondamentale. Et donc, les utilisateurs n'auront peut-être pas accès à une puissance de calcul infinie, donc il faut maîtriser un peu le coût de calcul. Et enfin, le bruit large bande de ventilateur, ça ressemble au spectre que vous voyez là. Pour obtenir ce spectre, on a pris le ventilateur que vous voyez à droite. C'est un ventilateur de refroidissement d'ordinateur.
et on l'a placé dans un des bancs d'essai de l'UTC, qui est un conduit rectangulaire. Donc, il y a une soufflerie qui se trouve dans un conduit, et puis au milieu, on peut mettre un obstacle. Et là, on y a placé ce petit ventilateur. Alors, sur ce spectre, il y a plusieurs choses qu'on peut repérer. D'abord, il y a des pics, il y a des composantes tonales, qui, elles, sont plutôt liées à la périodicité des phénomènes aérodynamiques. Salut. Et ensuite, on peut voir aussi un bruit large bande. Mademoiselle Julia, non? Il y a aussi un bruit large bande qui est lié. Ma faute, il est français. Mathis, on n'a pas ces problèmes en espagnol. Ceux qui ont le micro. Une femme en Espagne, elle perd pas son nom de famille quand elle se marie. Ignacio Urbano Fernandez, là, qu'il faudrait couper son micro. si jamais je me marie, je veux que ma femme Nacho, on les deux noms de t'entend très famille. fort. Bien. Nacho, faut muter ton micro. C'est peut-être mieux, j'ai marre qu'il détruise mon nom de famille quand il essaie de prononcer en français. Il a demandé de les discuter. Je pense que ça vient maintenant, désolé. Donc, je vous disais, les composantes large bande, donc le bruit qu'on voit sur tout le spectre ici, il est lié plutôt à la turbulence dans l'écoulement. Ça peut être en amont dans l'écoulement, ça peut être autour des pales, dans le sillage, etc. Et donc, quand on s'intéresse à un bruit large bande de ventilateur, le large bande, ça sous-entend qu'on s'intéresse à de la turbulence. Donc, l'objectif de la thèse, c'est de faire une méthode qui soit capable de s'appliquer exactement à ce système-là. Et pour le bruit large bande de ventilateur, pour ceux qui ont la chance d'être en présentiel dans l'amphi, vous avez une illustration auditive. Le bruit de fond que vous entendez, c'est la soufflerie de l'amphi qui est sous mes pieds. La présentation se déroulera en deux grandes parties. D'abord, on verra plus en détail ce que c'est qu'une méthode hybride et on verra comment est-ce qu'on peut, en pratique, mettre en place un calcul d'aérodynamique hybride, d'aéroacoustique hybride. Et pour ça, on s'intéressera uniquement à des obstacles fixes. Et une fois qu'on aura bien compris comment ça marche, on verra comment faire la même chose, mais avec un objet tournant dans le dôme. Et là, on commencera par voir toutes les méthodes qui existent déjà dans la littérature pour s'attaquer à ce problème-là. Et on proposera ensuite une autre méthode en 2D et en 3D. Alors, les méthodes hybrides, je vous ai dit, c'est les méthodes dans lesquelles on sépare le calcul en deux étapes. Une étape d'aérodynamique pour voir qu'est-ce qui fait du bruit, et ensuite une étape d'acoustique pour voir comment le bruit est rayonné. En pratique, ça revient à faire un couplage faible entre les deux physiques. Ça veut dire qu'on considère que les ondes acoustiques n'ont pas d'influence sur l'écoulement. Donc, en pratique, on se limite aux écoulements à faible nombre de Mach. Dans le cas du ventilateur que je viens de montrer, ça marche. On a un rayon de 4 cm et il tourne à 2000 tours minutes. En bout de pale, on est en dessous du Mach 0,1. Ce couplage faible, il peut se justifier par les grandes différences d'échelle entre l'aérodynamique et l'acoustique. Un exemple classique, c'est la pression dans cette salle, c'est à peu près 10 puissance 5 pascal, et une fluctuation de 20 dB. En acoustique, ça fait 10-4 pascal. Donc, si on mesure la pression ici et qu'on veut voir une fluctuation de 20 dB, il faut regarder le 9e chiffre après la virgule. Alors que si on découpe les deux physiques et qu'on les résout séparément, déjà, on peut utiliser une méthode numérique plus adaptée à chacune. Et ensuite, on n'a pas besoin d'avoir la même précision numérique pour aller chercher la fluctuation acoustique. Mathématiquement, pour faire ce découplage, on s'appuie sur ce qu'on appelle des analogies aéroacoustiques. Le principe, c'est de partir des équations de la mécanique des fluides, des équations de Navier-Stokes. On les réorganise pour faire apparaître une équation d'onde, sans simplification, et on laisse dans le membre de droite tout le reste des équations. Et le premier à avoir fait ça, c'était Leitl en 1952. Et vous voyez qu'il obtient une équation d'onde avec comme inconnu la pression acoustique. Et dans le membre de droite, il appelle TIJ, on appelle ça le tenseur de Leitl, qui contient tout le reste des équations. Et à partir de là, on va pouvoir faire des hypothèses pour le simplifier. Notamment si on considère un écoulement isentropique et qu'on néglige la viscosité, on peut écrire le TIJ uniquement en fonction du champ de vitesse. Alors maintenant, on a une équation, il y a toujours 4 inconnus dedans. Il y a la pression et les 3 composantes de vitesse, donc on ne peut pas la résoudre comme ça. Ce qui est proposé par Leitl pour résoudre cette équation,
c'est de séparer le domaine, enfin découper une zone source dans le domaine dans laquelle le bruit est généré, donc le TIJ est important, et on considère qu'il n'est pas influencé par la pression acoustique. Et donc la première étape, c'est de calculer ce TIJ dans la zone source. Et une fois qu'il est connu, on peut passer à la résolution de l'équation. C'est une première analogie. On peut en citer un certain nombre d'autres. En particulier, il y a Ribner qui a proposé celle que vous voyez ici, qui a la même forme, mais qui a un terme source un peu différent, qui fait apparaître un P0, et ça, c'est ce qu'il appelle la pression incompressible, le pseudo-son. Et cette pression est solution des équations de la mécanique des fluides incompressibles. Donc, pour résoudre ces équations, la première étape, je vais faire disparaître le bandeau noir. Désolé, ça cache un peu les titres. Bon, désolé. La première étape, c'est donc de faire une simulation aérodynamique. Donc, c'est à partir de là qu'on calcule l'origine du bruit. Des résultats de cette simulation, on tire un terme source, dépend de l'analogie qu'on va résoudre. Dans le cas de l'analogie de Ribner, c'est la pression incompressible, le P0. Et dans le cas de l'analogie de Lytle, c'est le tenseur de Lytle. Une fois qu'on a ce terme source, on peut ensuite passer à la simulation acoustique. Maintenant, comme on n'utilise pas les mêmes méthodes numériques pour la première et la troisième étape, on n'utilise pas les mêmes maillages. Et donc, il y a une étape supplémentaire qui vient s'intercaler. Ce qu'on a calculé sur le premier maillage, il faut le transférer sur le second maillage. Et en pratique, ces maillages sont souvent très différents, en particulier dans la zone source, là où le bruit est généré. Et donc, on imagine bien ici, en voyant ces maillages-là, que si on se contente d'un algorithme un peu simple, en prenant juste le plus proche voisin, le champ acoustique qu'on calculera ne sera pas du tout cohérent, on va passer à côté d'une grande partie de l'information. Un critère qu'on trouve dans la littérature pour garantir que cette étape se passe bien, c'est qu'il faut que l'algorithme ici soit conservatif, c'est-à-dire que l'intégrale calculée sur le premier maillage du champ P0 ou TIJ doit être la même que l'intégrale calculée sur le second maillage. Alors ici, pour faire ce chaînage, ces 4 étapes, on a utilisé pour la première étape le logiciel OpenFOAM, qui utilise la méthode des volumes finis. Comme on s'intéresse à un bruit large bande, je vous ai dit large bande, c'est lié à la turbulence. Donc ici, on va résoudre les grandes échelles de turbulence et modéliser les plus petites, celles qui ne peuvent pas être simulées par le maillage. Avec OpenFOAM, on peut utiliser au maximum des schémas de second ordre, donc en espace et en temps, et c'est ce qu'on a utilisé ici. Pour le calcul du terme source, avec l'analogie de Ribner, le terme source, c'est la pression incompressible, et ça, c'est directement une des inconnues du problème, donc il n'y a pas d'étape supplémentaire pour le calculer. Et on peut même, n'importe quel code CFD peut le donner, et on peut aussi réutiliser des données si on les a stockées pour un calcul précédent. Pour l'analogie de Lytle, cette fois, le terme source, c'est un tenseur symétrique, donc il y a 6 composantes différentes. Et donc, ça va prendre, il y a une étape supplémentaire pour le calculer, et ça va prendre 6 fois plus d'espace que pour l'analogie de Ribner pour stocker les données intermédiaires. Ça, c'est pas anodin, parce que ces données intermédiaires, ça peut rapidement prendre de la place. Avec ce qu'on a fait nous, ça prenait des dizaines, voire des centaines de gigas. Pour l'étape d'interpolation conservative, il y a une fonction qui est incluse dans OpenFOAM qui sert à ça, et qui utilise l'algorithme cell-volume-weight, qui est bien conservatif. Et enfin, pour l'étape d'acoustique, on utilise la méthode des volumes finis avec un code qui a été développé avec Octave, c'est un équivalent libre de MATLAB. Et on utilise des éléments quadratiques, des triangles et des tétraèdres. Le cas d'application qu'on regarde ici correspond au banc d'essai de l'UTC que j'ai déjà évoqué. Donc, il y a un conduit rectangulaire de 20 par 10 cm, et au milieu, on peut mettre un obstacle. Ici, on y a placé un diaphragme. Et sur le banc d'essai, il y a des terminaisons anéchoïques de part et d'autre de l'obstacle. Numériquement, on modélise ça comme un conduit infini. Donc, pour les conditions limites en CFD, on impose une vitesse en entrée et une pression en sortie. Et pour l'acoustique, on a une condition limite de type Dirichlet-Neumann qui part des expressions analytiques des modes du conduit. Ce que vous voyez à droite, c'est les résultats de la première étape du calcul aérodynamique. Donc, il y a en haut un champ de vitesse, en bas un champ de pression. Et ce que vous voyez juste en dessous,
c'est le résultat de la quatrième étape, le calcul acoustique. Là, on n'est plus à un instant donné, on a une fréquence donnée. On est à peu près à 1500 Hz. Et là, on voit se dessiner clairement une zone source derrière l'obstacle. Donc, c'est là que le bruit est généré. Et après, il y a des ondes acoustiques qui se propagent dans tout le reste du domaine. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour avoir ces résultats-là, le maillage CFD, il fait à peu près 10 millions d'éléments. En le parallélisant avec 200 cœurs de calcul, pour avoir un signal d'un dixième de seconde, ça prend 12 heures. Alors que pour le calcul acoustique, le plus petit maillage qu'on ait utilisé, il faisait à peu près 20 000 degrés de liberté. Et là, ça va beaucoup plus vite pour avoir le résultat à une fréquence, ça prend moins d'une seconde. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur pour les deux étapes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étape intermédiaire pour interpoler les résultats du premier maillage vers le second maillage. Pour mettre en évidence l'influence de cette étape, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris 3 maillages acoustiques et on a fait le chaînage, donc les 4 étapes de tout à l'heure, avec ces 3 maillages différents. Sur le premier maillage, le maillage A, il y a 4 éléments par longueur d'onde à la plus haute fréquence qui nous intéresse et c'est maillé de manière uniforme. Et pour les maillages B et C, on a mis un peu plus d'éléments dans la zone source, donc là où le bruit est généré. Et il y a 6 et 9 éléments par longueur d'onde dans la zone source. Le bruit qui est produit par ce système, il ressemble à ça. Donc ça, c'est un résultat expérimental. Il y a un bruit large bande, il y a des sauts au niveau des fréquences de coupure. Et donc les barres grises, elles matérialisent les fréquences de coupure du conduit. Donc si je fais le chaînage, donc les 4 étapes de tout à l'heure, avec d'abord l'analogie de Ribner, celle qui utilise le P0 comme terme source, on obtient ces résultats-là. Alors les 3 courbes se superposent pas mal. Il y a quelques dB d'écart entre la courbe A et les 2 autres, mais globalement, elles suivent toutes à peu près la même tendance, et les courbes B et C, elles sont bien superposées. Maintenant, si on fait la même chose, mais avec l'analogie de Light-Hill, on voit que les courbes, elles ne se superposent pas du tout. Il y a une dizaine de dB d'écart entre la courbe A et la courbe C. Et les courbes B et C ne sont pas confondues, donc on ne peut pas conclure sur la convergence. Il faudrait utiliser un maillage encore plus fin pour pouvoir dire vraiment le maillage a convergé. Alors pour expliquer ça, on a cherché un certain nombre de pistes. On a tâtonné notamment du côté du calcul des dérivées. Parmi les différences entre ces deux analogies, l'analogie de Ribner, elle n'a pas de dérivée spatiale sur le terme source, alors que l'analogie de Light-Hill, elle en a 2. On a un peu tâtonné. On a essayé plein de manières différentes de calculer ces dérivées avant ou après l'interpolation, sur le premier ou sur le second maillage. Et on a été un peu bloqué. Comme on utilise la fonction d'interpolation directement, c'est pas un truc qu'on a codé. On sait que quelque chose passe à cet endroit-là, mais on n'a pas pu conclure plus loin que ça. Un autre commentaire qu'on peut faire sur ces courbes, c'est que elles se décalent toutes, elles suivent pas très bien la tendance du résultat expérimental. Notamment en haute fréquence, on voit qu'elles sont toutes translatées de 5 dB par rapport au résultat expérimental. Pour expliquer ça, l'explication, elle ne se situe pas au niveau de l'étape d'acoustique, elle est au niveau de la première étape, le calcul aérodynamique. Et on voit que si on prend un maillage un peu plus fin à cette étape-là, tout de suite, le résultat est un peu meilleur. En conclusion, jusque-là, on a vu qu'est-ce que c'était un calcul hybride, comment est-ce qu'on fait en pratique pour faire un chaînage logiciel et résoudre un problème d'aéroacoustique. On a fait ça avec 2 analogies différentes. On a vu qu'elles ne se comportaient pas du tout de la même manière. En particulier, avec l'analogie de Ribner, on a besoin de 6 fois moins d'espace pour stocker les résultats intermédiaires. Et cette analogie est beaucoup moins sensible au maillage acoustique. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire la même chose exactement, le même chaînage, mais en ayant cette fois un objet tournant dans le système, donc une source tournante, un obstacle tournant. Avant de passer à cette partie, je vais vous expliquer un peu avec les mains qu'est-ce que c'est qu'une source tournante, parce que ça ne fait pas forcément partie du paysage classique de la vibroacoustique. Déjà, si on imagine une source fixe, ce qui est perçu au point micro en rouge, rien de spécial, ça a l'air d'être à la même fréquence que ce qui a été émis. Maintenant, si cette même source est en rotation, le signal qui est perçu au point rouge, c'est plus du tout le même, il n'est pas à la même fréquence, il a été modulé. Et si on regarde la même chose, mais cette fois en fréquence,
on voit qu'il y a plusieurs fréquences qui sont impliquées dans ce qui a été perçu au point micro. D'habitude, quand on fait un calcul fréquentiel, on résout le système à une fréquence et on passe à la suivante. On peut même paralléliser le calcul comme ça. Ici, on sent bien qu'on ne va pas pouvoir traiter toutes les fréquences indépendamment. Je ne peux pas calculer la réponse à n'importe laquelle de ces fréquences ici sans savoir en même temps ce qui se passe à la fréquence d'excitation. Et on peut aussi voir que toutes les fréquences dans le panneau que vous voyez ici, elles sont séparées du même pas fréquentiel. Et ce pas fréquentiel, c'est directement la fréquence de rotation de la source. Je ferme cette parenthèse et je vais maintenant vous présenter toutes les méthodes qui existent dans la littérature pour faire un calcul avec un objet tournant. Alors d'abord, si on peut utiliser une résolution temporelle, on va faire la même chose en CFD pour la première étape et pour la quatrième étape. On découpe le domaine en une zone fixe que j'ai dessinée en bleu ici et une zone tournante en gris. Et en blanc, ce qui est représenté, c'est un obstacle tournant, donc qui peut modéliser par exemple un ventilateur. Comme on fait un calcul temporel, on va calculer un certain nombre de pas de temps. Et à chaque pas de temps, on tourne un petit peu le maillage de la zone grise et on construit un opérateur de projection à l'interface qui permettra d'exprimer la continuité entre les deux régions. Et dans la zone grise, on utilise ce qu'on appelle le formalisme arbitraire lagrangien-eulérien, et c'est ce qui permet de tenir compte du fait que le maillage se déplace. C'est ce qui est fait par exemple par Kapton-Barrer et al., qui commence par définir une nouvelle analogie. Donc, par rapport à celle qu'on a déjà vue avant, l'inconnu, c'est plus la pression acoustique, c'est le potentiel des vitesses. Et au terme source, par contre, on retrouve la pression incompressible, donc comme dans l'analogie de Ribner. Et donc, avec cette méthode, en faisant une résolution temporelle, ils arrivent à faire le chaînage de tout à l'heure en modélisant la totalité de la physique. Et là, par exemple, ils l'appliquent au cas d'un ventilateur radial. Maintenant, en acoustique, on a plutôt l'habitude de travailler en fréquentiel. Ça a un certain nombre d'avantages. Il y a des conditions limites qui sont plus faciles à implémenter. Il y a des choses qu'on peut modéliser plus facilement, comme les matériaux poreux. Et on peut faire des couplages avec d'autres physiques comme de la vibration. Et notamment, VA1, il travaille uniquement en fréquentiel. Donc, si la méthode qu'on propose, on veut pouvoir l'utiliser en même temps avec tout le reste des modules de VA1, il faut rester en fréquentiel. Une première méthode qu'on trouve dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les approches poreuses. Le principe, c'est de faire un calcul de source dans tout le domaine, en temporel. Et quand on passe à l'étape d'acoustique, on entoure la zone tournante d'une surface poreuse que j'ai dessinée là en pointillé, et on fait le calcul acoustique uniquement dans la zone bleue. Ça permet de tenir compte d'une partie du terme source, donc tout ce qui est sorti de la zone tournante. On peut avoir éventuellement un terme source en surface sur la surface poreuse, et donc on tient compte d'une partie du terme source. En revanche, on néglige déjà une partie du terme source, tout ce qui est encore dans la zone tournante, et on néglige tout ce qui est lié à la rotation. Donc, il n'y a pas d'objet tournant dans le calcul, il n'y a pas de source tournante. Et par rapport à l'animation que je vous montrais tout à l'heure, le fait qu'il y ait plusieurs fréquences impliquées, ce n'est pas modélisé du tout. Alors, Caro et Al, ils ont fait ça avec l'analogie de Lighthill. Nous, on a essayé de le faire avec l'analogie de Ribner aussi. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des cas favorables où ça marchait bien. C'est ce qui est fait, par exemple, ici, quand il y a des sources majoritaires qui sont hors de la zone tournante, ça peut marcher. Mais si on n'est pas dans ce cas favorable-là, tout de suite, la troncature du terme source, ça se sent. Le niveau acoustique qu'on calcule n'est pas correct. Une autre approche qu'on trouve dans la littérature s'appuie cette fois sur une expression analytique. Roger et Koukouskokoun, ils écrivent le bruit produit par une fluctuation de portance sur des pales en rotation en espace libre. Ils écrivent ça analytiquement. Et ils obtiennent une expression qui fait apparaître une somme infinie de modes tournants. Ensuite, ils disent ces modes tournants, le bruit qu'ils produisent, on peut aussi l'obtenir de manière équivalente par des sources fixes, mais déphasées. Et ils appellent ça des modes sources. Donc, il faut imaginer un anneau de dipôles qui rayonnent tous le même signal à la phase près et qui sont fixes.
Et ensuite, pour tenir compte des effets d'installation acoustique, donc de la diffraction du bruit par des obstacles autour, il propose de calculer numériquement le bruit qui est produit par ces modes sources. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Ici, ils ont fait un calcul élément fini dans lequel ils mettent un carter, un moyeu, et au milieu, ils mettent en cercle des dipôles. Et donc, ça leur permet de modéliser des sources tournantes comme ça. Donc, c'est une très bonne approche pour modéliser les sources tournantes. Les limites de ce modèle, c'est les limites du modèle analytique. Ici, c'est valable uniquement pour des sources compactes et ça ne modélise pas la diffraction par un obstacle tournant. Donc, si on imagine, par exemple, une source qui est à l'extérieur de ce domaine-là, les ondes qui arrivent dans la zone entre guillemets tournante, ils ne seront pas diffractés par un obstacle tournant. Enfin, une dernière approche qu'on trouve dans la littérature, alors celle-là, je n'en parle pas dans le manuscrit parce qu'elle est trop récente, mais elle s'approche beaucoup de ce qu'on utilise déjà pas mal en CFD, qu'on appelle le MRF pour Moving Reference Frame. Le principe, c'est la géométrie tournante, on la fige à un instant donné. Et autour de cette géométrie, on écrit les équations dans un référentiel tournant. Et Jacob et Al s'en servent pour modéliser une source tournante. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils calculent numériquement la matrice de diffraction d'un turbo quand il est allumé ou éteint. Et ils obtiennent de très bons résultats avec ça. En revanche, on travaille avec une géométrie fixée. Il y a pas on ne modélise pas vraiment de rotation. Et donc, si on voulait utiliser cette méthode pour notre chaînage de tout à l'heure, donc les 4 étapes, ce ne serait pas possible parce que ça implique de faire un calcul de source en temporel, donc avec une géométrie tournante, et un calcul acoustique avec une géométrie fixe. Donc, on ne peut pas interpoler directement le terme source qu'on calcule sur la première géométrie vers la deuxième géométrie. Ce n'est pas possible. En conclusion, il n'y a pas dans la littérature de méthode générale qui puisse modéliser n'importe quelle source acoustique non compacte ou n'importe quel obstacle tournant. Je vais maintenant passer à la présentation de la méthode qu'on propose pour modéliser la totalité de la physique. Alors, comme toutes les autres méthodes, on commence par diviser l'espace en une zone fixe, en bleu ici, une zone tournante en gris, et on met un obstacle dans la zone tournante. La zone tournante tourne à la vitesse grand oméga, et on utilise la décomposition en série de Fourier que vous voyez ici. L'élément important dedans, c'est que le pas fréquentiel, le petit oméga m, on l'écrit en fonction de la vitesse de rotation. Ça, c'est imposé par la rotation. Et on y a rajouté un entier arbitraire qui est là juste pour permettre d'avoir un peu de souplesse dans les fréquences qu'on veut calculer. Dans la zone bleue, on résout l'équation des ondes classique, rien de spécial ici, avec une condition limite sur le bord externe qui dépend de ce qu'on veut modéliser. Et à l'interface entre les deux régions, je vous en parlerai juste après. Dans la zone tournante, on prend la même équation, qu'on écrit cette fois avec le formalisme ALE. Je vous rappelle, c'était ce qui permet de tenir compte de la rotation du maillage. Ici, on a fait apparaître V moins VG, c'est la vitesse de l'écoulement moins la vitesse de la grille. Dans toute la suite, on néglige le V pour simplifier les notations. Et vous voyez qu'ici, tout ça, on l'a écrit avec le potentiel des vitesses. On ne l'a pas écrit en pression. Ça, on en a besoin si on veut pouvoir écrire les équations avec le formalisme ALE. Maintenant, à l'interface, pour exprimer la continuité entre les deux régions, on peut écrire cette équation. Ce qu'elle traduit, c'est que au bout d'un temps delta t, la zone grise, elle s'est tournée d'un angle delta θ par rapport à la zone bleue. Et le lien entre ce delta t et ce delta θ, c'est directement la vitesse de rotation. Maintenant, dans cette équation, on va y injecter deux choses. D'abord, la décomposition en série de Fourier qu'on a vu juste avant. Et ensuite, deuxième ingrédient, une deuxième transformée de Fourier qui est spatiale cette fois. Donc, sur la première décomposition, on la repère avec l'indice M. Donc, dans la suite, M, ça désigne toujours une fréquence. Et avec la deuxième transformée de Fourier, on utilise l'indice N et on a fait apparaître cette fois des coefficients qu'on a appelés grand A. Donc, on prend ces deux expressions, on les injecte dans l'équation 4, on réorganise un peu les termes et on identifie certains termes. Ça nous permet de la simplifier de cette manière-là. Ce que traduit cette expression, c'est que ce qui se passe dans la zone bleue à la fréquence M
pour un ordre n doit être lié à ce qui se passe dans la zone grise, au même ordre, mais à une fréquence différente. Donc ça, on appelle ça la règle de sélection. C'est un résultat fondamental, hein, c'est le résultat clé qui va nous permettre dans la suite de travailler uniquement en fréquentiel, parce que vous voyez qu'on a réussi à écrire l'équation 4 sous une forme qui ne fait pas apparaître le temps. Donc là, on n'a pas besoin ça suppose qu'on n'a plus besoin de résolution fréquentielle, temporelle, pardon. En contrepartie, il y a deux choses. D'abord, on utilise les coefficients A, qui ne faisaient pas partie des inconnus du problème au départ, et on a fait apparaître un couplage fréquentiel, parce que là, ça sous-entend qu'on ne peut pas calculer ce qui se passe à la fréquence M sans savoir en même temps ce qui se passe à la fréquence M plus NC. Maintenant qu'on a cette expression, on va passer à la résolution des équations avec la méthode des éléments finis. Là, je vous rappelle nos équations avec des exemples de conditions limites. Je passe rapidement sur les formulations faibles éléments finis. Pour ceux qui ont l'habitude d'en voir, le seul message, c'est par rapport aux termes classiques, il y a des termes supplémentaires qui sont liés au formalisme ALE. Et il y a un terme qui est modifié, qui fait apparaître, là encore, la vitesse de la grille. En discrétisant les intégrales et avec l'approximation élément fini, on arrive à un système matriciel qui ressemble à ça. Dans la zone bleue, d'abord, les inconnus du problème, c'est les valeurs nodales du potentiel des vitesses dans tout le domaine et de sa dérivée normale à l'interface. On a une matrice de rigidité, une matrice de masse, des matrices pour les conditions limites et un vecteur source. Dans la zone grise, on retrouve les mêmes termes exactement, avec deux termes supplémentaires qui sont moins classiques, on a appelé R et S, et qui sont donc liés au formalisme ALE. Donc c'est ça qui contient l'information sur la rotation du maillage. Donc ça, c'est le système élément fini qu'on peut écrire à une fréquence donnée dans les deux régions séparément. Et pour faire le lien entre les deux régions, on va utiliser la règle de sélection que je vous rappelle en haut à gauche. Alors, je vous disais, cette règle de sélection, elle s'exprime en fonction des coefficients A, qui ne sont pas des inconnus du problème. Dans le système que je vous montrais avant, ça apparaissait pas. Ces coefficients-là, ils viennent de cet endroit-là, quand on a fait cette transformée de Fourier. Cette équation, on l'écrit en chaque point du maillage de l'interface, et on la réécrit sous une forme matricielle. Donc là, phi, c'est une matrice rectangulaire, dont le nombre de lignes, c'est le nombre de points sur l'interface, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de coefficients qu'on décide de garder. Ça, c'est un choix de l'utilisateur. Cette expression, on peut l'écrire à l'interface dans la zone tournante, à l'interface dans la zone fixe, pour le potentiel des vitesses et pour sa dérivée normale. Et après, on va faire un peu comme ce qu'on fait quand on a une projection modale. On injecte cette expression directement dans l'expression de la slide précédente et on multiplie à gauche par phi transposé pour avoir un système carré. Et grâce à ça, les coefficients A font partie des degrés de liberté du problème. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir construire un système global élément fini qui permet de calculer la réponse à toutes les fréquences d'un coup. Donc là, le vecteur V, il contient tous les degrés de liberté à la première fréquence, puis tous les degrés de liberté à la deuxième fréquence, et ainsi de suite. Et pareil, le vecteur F, il contient tous les vecteurs sollicitation à toutes les fréquences. Et pour construire la matrice Q, on vient placer sur les blocs diagonaux les systèmes éléments finis de la slide précédente. Donc là, chaque Q est associé à une fréquence. Et autour, sur des surdiagonales, on vient placer des matrices qui servent à faire le couplage. Donc ces matrices, elles ont une expression très simple, hein, c'est des zéros partout avec quelques 1 sur la diagonale qui permettent de choisir quel coefficient on veut coupler. Et le nombre de surdiagonales dépend de la troncature qu'on va faire de la règle de sélection. Ici, sur celle que je vous montre ici, j'ai pris état égale 2. Ça veut dire que la règle de sélection en haut à gauche, on l'utilise que pour n égale 1 et 2. Et ça, je vous montrerai dans la suite que c'est le paramètre qui nous permet de piloter la qualité du résultat. Maintenant, un premier exemple d'application. On prend une zone cylindrique, une zone circulaire avec sur le bord une condition limite qui modélise un rayonnement en champ libre. Et on a une zone tournante au centre. On place une source dans la zone fixe à gauche et un point micro à droite. Alors là, quand je parle de zone tournante, ça ne modélise pas un déplacement d'une masse d'air, hein, c'est juste un déplacement du maillage.
Ça veut dire que là, ce qu'on modélise, c'est une onde qui doit traverser un domaine où il ne se passe rien. Comme il n'y a pas d'objet tournant, il n'y a pas de source tournante modélisée ici, l'intérêt physique est assez limité parce qu'on veut juste simuler une onde qui traverse du rien et vérifier qu'il ne se passe rien. Mais numériquement, c'est un cas test fondamental parce que si quelque chose ne se passe pas bien à l'interface ou dans la zone source, dans la zone tournante, ça va apparaître à cet endroit-là. La solution de référence ressemble à ça. Donc vous voyez que le spectre de la source, on le construit avec un bruit large bande et un pic à 1500 Hz. Et les oscillations sur le bruit de fond, elles sont liées à la condition limite sur le bord externe, qui est une condition limite approchée. Et la solution numérique qu'on calcule avec notre méthode a l'air de se superposer parfaitement avec la solution analytique. Pour se convaincre que ça marche vraiment, on peut regarder une animation. Donc, pour construire cette animation, c'est une transformée de Fourier inverse. J'ai repris la décomposition en série de Fourier appliquée en chaque point du maillage. Et on ne voit rien se dessiner de particulier au centre, là où il y a la zone tournante. Si je montre la même chose exactement, mais cette fois en affichant le maillage et en zoomant sur la zone source, on voit que les fronts d'onde traversent correctement la zone tournante et tout a l'air de bien se passer. Donc, notre méthode a l'air de marcher correctement. Alors, un second cas test qui physiquement a un peu plus d'intérêt. On prend le même setup, le même maillage, même conditions limites. La seule différence, c'est la position de la source. Cette fois, on l'accroche à un nœud qui est dans la zone tournante. Et donc, on modélise une source tournante. C'est directement l'animation que je vous montrais tout à l'heure avec le petit monopôle qui se déplaçait et les fronts d'onde qui étaient plus concentriques. La solution de référence, vous voyez que comme tout à l'heure, il y a un bruit de fond. Comme tout à l'heure, il y a un pic à 1500 Hz. Et cette fois, il y a des pics supplémentaires qui apparaissent de part et d'autre. Comme sur la solution que je vous montrais tout à l'heure. Et la solution qu'on calcule numériquement, là encore, ça superpose très bien avec la solution analytique. Alors, ce cas test, il est intéressant pour mettre en évidence l'influence du paramètre de couplage que je vous évoquais tout à l'heure. On l'avait appelé état. C'était la troncature de la règle de sélection, qui pouvait aussi se voir comme le nombre de surdiagonales dans le système élément fini. Si je fais notre calcul avec état égale 1, on arrive à prédire correctement l'existence de un pic de part et d'autre de la fréquence centrale. Donc, chaque fréquence est couplée avec sa plus proche voisine, mais pas plus long. Et si je prends état égale 2, on peut faire apparaître le deuxième pic. Et pareil, état égale 3, état égale 4. Et dans ce cas présent, ça ne servirait pas à grand-chose de prendre état plus grand que 4, parce que les harmoniques suivantes, elles seraient plus petites que le bruit de fond, donc elles seraient noyées dans le bruit de fond. Ça ne changerait pas le résultat numérique. Ça, c'est toujours à considérer en fonction d'un objectif de précision. Ici, on a matérialisé notre objectif avec un bruit de fond. On a placé à 1% de la fréquence centrale, mais c'est un choix totalement arbitraire. Si j'avais pris 1 pour 1000, il aurait fallu monter à état égal 5, 6. Et donc ça, c'est toujours en fonction d'un objectif, cette précision. Une autre manière de visualiser l'impact de ce paramètre, c'est de regarder sur l'animation que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, c'est le cas test de la zone tournante vide. Tout à gauche, on a le résultat si on prend état égal 1. Et là, on voit que dans la zone tournante, il n'y a pas de continuité déjà à l'interface et ça ne ressemble pas vraiment à un front d'onde. Et plus on augmente état, plus ça ressemble à ce qu'on attendrait. Et avec état égal 4, on pourrait même faire disparaître le cercle qui matérialise l'interface. Les fronts d'onde seraient continus à ce moment-là. Maintenant, si on veut pouvoir faire la même chose avec le ventilateur de départ, c'est plus une géométrie en 2D, c'est en 3D. Donc, on ne peut pas séparer les régions tournantes et fixes avec une interface circulaire. Cette fois, l'interface, c'est une surface de révolution. Là, on a pris le cas du cylindre. Ça marche pour le ventilateur, mais ça ne marcherait pas dans d'autres cas, par exemple un turbo. Et donc, on va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure en construisant cette fois une règle de sélection en 3D.
Pour faire ça, tout ce qui se passe à l'interface, on vient le projeter sur les modes que vous voyez ici. On arrive à exprimer de la manière suivante. Donc, il y a un coefficient qu'on a là encore appelé grand A, une fonction grand S qui dépend de l'abscisse curviline radiale, et, très important, une exponentielle IN-θ. Et comme on arrive à faire apparaître explicitement cette dépendance en θ, on peut faire le même jeu mathématique que tout à l'heure pour injecter ça dans l'équation de continuité à l'interface, et on arrive à une nouvelle règle de sélection. Elle ressemble beaucoup à la précédente. Il y a des indices supplémentaires, mais elle traduit exactement la même chose. Ce qui se passe dans la zone bleue à la fréquence M doit être lié à ce qui se passe dans la zone grise à une fréquence différente. Et une fois qu'on a obtenu ça, tout le reste du process ne change pas. Alors en pratique, pour arriver à obtenir ces modes-là, ce n'était pas évident. On a un peu tâtonné, et une solution qui a marché, ça a été de partir de fonctions trigonométriques en orthogonalisé ensuite. Un premier exemple d'application, c'est un conduit cylindrique infini dans lequel on vient placer une source tournante, et l'axe de rotation de la source est confondu avec l'axe du conduit. Donc pour ce cas-là, on a aussi une solution analytique qui ressemble à ça. Il y a toujours un bruit de fond. Cette fois qu'on est dans un conduit, il y a des fréquences de coupure, et le bruit de fond il montre des sauts au niveau des coupures. Il y a toujours une émission à 1500 Hz, et cette fois, il y a 2 pics à droite et un pic à gauche. Et la solution numérique, là encore, se superpose très bien avec la solution analytique. Et enfin, dernier cas test que je vais vous montrer, c'est le ventilateur de départ. Donc on a un peu simplifié la géométrie, on a aplati les pales, mais pour l'acoustique, ça ne pose pas de problème. Et on l'a placé dans le conduit rectangulaire. On place une source quelque part entre des pales, et on peut calculer le bruit qui est rayonné. Donc voilà, on obtient ça. Ce qui est intéressant avec ce cas test, c'est pas tant le spectre en lui-même. Hein. Ce qui était intéressant, c'est juste de montrer qu'on a été capable de faire tourner le calcul avec la géométrie qui nous intéresse dans le conduit qui nous intéresse. Numériquement, ça ne coûterait pas plus cher cette étape-là de rajouter en chaque point du maillage un terme source qui modéliserait un terme source aérodynamique. Là aussi, on peut regarder une animation pour visualiser un peu ce qui se passe dans notre résultat. C'est un peu moins clair en 3D, la position de la source elle est plus difficile à deviner, mais on voit quand même qu'elle part d'un endroit entre les pales, et on voit bien des ondes qui s'écartent de cet endroit-là jusqu'au bord du conduit. Quelques remarques sur notre méthode. On a commencé d'abord pour faire une preuve de concept, hein, on a montré que ça marchait en 2D, et après, pour l'utiliser avec une géométrie réelle, on l'a étendu en 3 dimensions. Et à chaque fois, on arrive à avoir des très bons résultats quand on les compare à des solutions analytiques. En faisant ça, on a introduit plusieurs paramètres. J'en ai évoqué plusieurs, il y en a un en particulier dont je vous ai montré l'influence. On l'a appelé eta, c'est le paramètre de couplage, et c'est ce qui permet de piloter la qualité du résultat qu'on obtient en fonction de l'objectif de précision qu'on se fixe. Comme toutes les fréquences sont couplées, ici on a choisi de le résoudre de manière directe, c'est-à-dire que le système élément fini qu'on résout contient toutes les fréquences en même temps, donc on a une seule résolution d'un très grand système. D'habitude on résout plein de petits systèmes, ici on en résout un seul très grand. Ça n'a pas pris plus de temps. Inverser un très grand système, c'était même un tout petit peu plus rapide qu'inverser plein de fois un petit système à chaque fréquence. En revanche, ça demande beaucoup plus de mémoire RAM. Donc, si on veut pouvoir faire la même chose, mais avec un maillage un peu plus fin ou avec un peu plus de fréquence, ça pourrait poser problème et on ne pourrait plus faire tourner le calcul avec un ordinateur portable et la RAM qu'on s'attend à trouver dans un ordinateur d'ingénieur. Et enfin, dernière remarque, avec les méthodes temporelles, quand on fait tourner le maillage, à chaque itération, on va construire un opérateur de projection pour faire le lien entre les deux régions. Ici, on n'a même pas besoin de se poser la question. À l'intérieur comme à l'extérieur, on projette ça vers des coefficients qui sont les mêmes dedans et dehors. Donc, on n'a même pas besoin de se poser la question. On peut utiliser des maillages conformes ou non. Ça ne change rien avec notre méthode. Le seul
point à remarquer, c'est si on a un maillage conforme à l'interface, la matrice de projection à l'intérieur et à l'extérieur, c'est la même, mais c'est un cas particulier qui va plus avantageux qu'un autre. En conclusion, on a commencé dans cette présentation par montrer qu'est-ce que c'est un calcul hybride, et on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire un chaînage logiciel pour résoudre un problème d'aéroacoustique. On a fait ça avec deux analogies, celle de Ribner et celle de Lighthill. Et on a vu que parmi les différences entre les deux, il y en a une, c'était l'analogie de Ribner, qui prend beaucoup moins d'espace pour stocker les résultats intermédiaires et qui est beaucoup moins sensible au maillage acoustique. Et maintenant, si on veut faire la même chose avec un objet tournant dans le calcul, on a vu que dans la littérature, il n'y avait pas de méthode qui permettait de rester en fréquence et de modéliser la totalité de la physique. Et on a réussi à proposer une méthode en 2D et en 3D qui permet de faire ça. Donc ça, c'était les tout débuts de la méthode. Hein. On a un peu défriché le terrain. Donc, on a commencé par une preuve de concept et une extension en 3D. Pour que la méthode soit utilisable dans un contexte industriel, il resterait au moins deux étapes. D'abord, il faudrait pouvoir ajouter un terme source aérodynamique, parce que là, tout ce qu'on a fait, c'était juste avec des monopôles à un endroit donné, mais c'est une source élémentaire, mais ça ne modélise pas un bruit d'origine aérodynamique. Donc, il faudrait d'abord faire cette étape-là. Alors, pour ça, il y a un candidat qui se dessine, hein, c'est l'analogie de Kaltenbacher que je vous ai présenté avec les méthodes temporelles. A priori, on pourrait partir de celle-là parce qu'elle a comme avantage d'abord d'être écrite avec le potentiel des vitesses. Et ça, je vous ai dit qu'on en avait besoin pour le formalisme ALE. Et ensuite, elle fait apparaître un terme source qui dépend de la pression incompressible. Et c'était ça qui avait bien marché, en tout cas avec les logiciels et algorithmes qu'on a utilisés ici. Et enfin, dernière étape, pour que la méthode soit vraiment utilisable dans un contexte industriel, il faudrait pouvoir proposer une autre méthode de résolution. Ici, on l'a fait de manière directe, et on a vu que ça marchait très bien, mais ça pouvait demander beaucoup de mémoire vive. Si on veut pouvoir faire un problème plus industriel, plus proche de la réalité, avec un plus grand domaine, plus de nœuds dans le maillage, il faudrait pouvoir le faire avec une méthode un peu moins coûteuse. Et comme cette méthode est toute nouvelle, on peut aussi envisager un très grand nombre d'améliorations déjà. En particulier, on a introduit un certain nombre de paramètres. Donc, ce serait bien de soit pouvoir guider très finement l'utilisateur dans le choix de ces paramètres, soit proposer des valeurs par défaut qui soient pertinentes et qui marchent dans tous les cas. On peut aussi envisager cette méthode de la coupler avec tout ce qui existe déjà ailleurs en fréquentiel. Ça peut être d'autres conditions limites pour modéliser d'autres domaines. Je pense à l'espace libre si on veut modéliser un drone, par exemple. Et on peut aussi faire un couplage fort avec de la vibration. Par exemple, si on veut modéliser le propulseur de bateau en tenant compte en même temps de la vibration des pales. Et on peut aussi, avec le cas que je viens tout juste de vous montrer du ventilateur, on peut mettre une impédance en conditions limites sur les bords pour modéliser une machine tournante dans un conduit avec un liner. Et enfin, toute notre méthode, on l'a construite à partir de ce qu'on a appelé une règle de sélection, qui, elle, ne dépend pas de la méthode de résolution numérique qu'on a utilisée. Nous, on l'a fait avec la méthode des éléments finis, mais on peut très bien envisager de résoudre les mêmes équations exactement, et la même règle de sélection, avec une autre méthode numérique. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.